Bonjour à tous, vous vous êtes peut-être demandé ce qu'étaient devenues les éditions Carmin depuis la sortie du livre de Max Scheler, L'homme du ressentiment. Et c'est vrai que nous avons passé une année à attendre de faire une deuxième sortie de livre, et vous vous êtes peut-être demandé si les éditions Carmin n'étaient pas tout simplement mortes pendant cette période de temps. En réalité, pas du tout. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour vous sortir une retraduction complète d'un autre ouvrage, qui est celui de Chesterton, qui s'appelle Orthodoxie. Et l'objectif de cette petite discussion que je vais avoir avec Radu Stoenescu, donc le traducteur de la nouvelle version que nous proposons de Orthodoxie, c'est de vous parler un petit peu de l'importance de ce livre, de vous expliquer pourquoi nous avons choisi ce livre plutôt qu'un autre, de vous expliquer aussi quelle est la démarche qui nous a conduit à relancer une traduction et à rajouter peut-être un peu plus d'éléments que ce qu'il y a dans les éditions actuellement disponibles. Et enfin, peut-être de partir sur une perspective des apports que ce livre, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue peut-être même anthropologique, peut apporter à notre quotidien, à tous, à notre vision de l'homme, à notre vision de la société. Donc j'accueille pour cette discussion Radu Stoenescu. C'est toi qui as traduit le texte, enfin retraduit le texte de Chesterton. Peut-être je te laisse te présenter en un mot avant de commencer à parler peut-être un peu plus du texte lui-même et de pourquoi ce texte plutôt qu'un autre. Bonjour Moss, je pense que certains de nos auditeurs me connaissent déjà puisque je suis non seulement le traducteur mais aussi le partenaire pour les éditions Carmin. Succinctement, je suis diplômé de philosophie et puis je parle un certain nombre de langues étrangères, ce qui fait que j'ai les compétences pour m'occuper de traduction de livres philosophiques, pour dire très simplement. En effet, nous n'avons pas chômé depuis la parution de L'homme du ressentiment de Max Scheler, qui a été un franc succès. Et nous remercions tous nos auditeurs de nous avoir soutenus pour la publication de ce premier livre. Et j'espère que pas simplement j'espère, mais j'anticipe que le deuxième leur plaira d'autant plus. Pourquoi m'as-tu aiguillé vers cette direction ? Parce qu'on avait envisagé plein d'autres possibilités, et peut-être qu'ils ne sont pas d'ailleurs laissés de côté définitivement, mais auxquels nous reviendrons, d'autres livres, je veux dire, d'autres publications. Alors pourquoi tu as voulu arrêter notre choix sur la réédition et la retraduction de Chesterton? Oui, donc moi, pourquoi j'ai voulu m'intéresser particulièrement à Chesterton ? En fait, c'est parce que quelque part, c'est un peu une aberration, comme il y en a un certain nombre, et pour moi, Scheler en faisait aussi partie, dans le sens que, en fait, c'est un auteur qui est extrêmement connu à l'échelle de la philosophie mondiale. On va chez les anglo-saxons, tous les anglo-saxons connaissent Chesterton, mais étonnamment, en France, il est relativement méconnu, ou en tout cas, il n'a pas eu le succès qu'on pourrait penser qu'il aurait. Et donc, en cela, déjà, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant de s'intéresser à cette espèce de... Oui, pour moi, c'est une sorte d'aberration, en fait, dans une sorte de classement philosophique franco-français, de n'avoir pas mis Chesterton aussi haut qu'il l'est chez nos comparses américains. Ok, je te coupe tout de suite, mais pourquoi est-ce que cela intéresserait notre public quand même ok, très bien, tu veux combler une lacune de culture générale d'un certain nombre de Français, peut-être on pourrait dire comme ça, ou en tout cas, réparer une injustice philosophique. Ok, très bien, c'est très noble, mais attends, revenons un petit peu plus, soyons un peu plus terre à terre. Ok, pourquoi ce livre pourrait intéresser vraiment notre communauté ? De manière un peu plus terre à terre, en fait, pourquoi lui plutôt qu'un autre philosophe, parce que c'est vrai qu'il existe plein d'autres philosophes britanniques qui ne sont peut-être pas aussi connus, c'est parce que quelque part il a une dimension un peu prémonitoire dans ce qu'il écrit, et notamment en fait il analyse et il sonde si bien l'âme humaine que en fait il anticipe déjà un certain nombre de dérives et de travers dans lesquels se sont jetés nos contemporains. Je pense en particulier à tout ce qui est la dimension woke, qu'il analyse et anticipe avec un siècle d'avance. J'ai aussi découvert par ailleurs, mais bon, ça fait partie de ces combats, qu'il avait aussi travaillé beaucoup sur l'eugénisme, et on voit aujourd'hui un certain nombre de débats. Contre l'eugénisme ? Oui, quand je dis il a travaillé sur l'eugénisme, c'était pas pour dire qu'il était
favorable. C'était effectivement, en fait, il fait partie des rares opposants à l'eugénisme au début du XXe siècle, et un peu contre tout le monde, en fait. À l'époque, il faut savoir que Churchill soutenait l'eugénisme. Enfin, bon, il y a eu un décalage quand même par rapport à un certain nombre de ses contemporains qui étaient très épris du progrès scientifique et d'une sorte de progressisme en général. Et lui s'est en fait imposé comme étant une voie rappelant les gens à peut-être un peu plus de prudence vis-à-vis des potentielles dérives du progressisme. À ce titre-là, moi je le trouve intéressant parce que quelque part, une bonne partie des combats qu'il a menés au début du XXe siècle sont des combats qui ne sont absolument pas périmés, qui en fait font rage aujourd'hui. Alors avec des termes qui sont un petit peu différents, peut-être qu'au lieu de parler d'eugénisme, on parlera de transhumanisme, peut-être qu'au lieu de parler d'hérésie, comme il le dit lui-même, nous on va parler plutôt de woke, mais finalement quelque part, toute la dimension de sa lutte contre notamment une certaine vision de la rééducation des gens, donc ça c'est un peu le travail qu'il avait fait contre Herbert George Wells, ce truc-là n'a pas disparu, et au contraire, quelque part, c'est juste peut-être réincarné sous un autre vocable. Donc on dira peut-être qu'on fait des formations contre l'homophobie, le sexisme, toutes les phobies du monde, mais à l'époque ça s'appelait la rééducation, ou ça s'appelait l'éducation à quelque chose. Voilà, on a juste changé les termes, mais quelque part les idées qui sont derrière sont littéralement les mêmes. Et j'ajoute aussi un dernier point qui, moi, m'a intéressé à titre personnel dans cet auteur, c'est aussi son travail sur le féminisme, parce que il fait partie de ces auteurs qui ont eu une position assez intéressante sur les débats, notamment des suffragettes. Donc avec une certaine opposition aux suffragettes, mais une opposition qui était pour des raisons un peu plus intéressantes peut-être qu'une sorte de juste conservatisme un peu creux qui dirait on veut pas que. Il y avait une logique derrière, il y avait une pensée derrière, une vision, et c'est peut-être ça, on ira peut-être vers ça un peu vers la fin de cette discussion. C'est aussi ça qui m'a intéressé, c'est que c'est un auteur qui a une vision de la place de l'homme, de la place des gens dans la société. Et c'est ça qui fait que sa pensée est intéressante, en fait. C'est pas juste un opposant à quelque chose, c'est quelqu'un qui a littéralement une vision de comment devrait être une société parfaite. De façon beaucoup plus cash, je ne pense pas qu'il soit intéressant. Il n'est pas intéressant. Il est, en fait, extrêmement vivant, extrêmement revigorant et extrêmement fortifiant. Et il est fortifiant, il est revigorant, parce qu'il énonce des choses vraies. C'est ça qui le rend, en fait, pour dire intéressant. Mais intéressant, c'est un terme qu'on met à toutes les sauces, c'est pour ça que je dirais beaucoup plus fort. Il est revigorant et il est un auteur essentiel, parce que tout simplement, il nourrit et il permet de garder un esprit sain dans un monde fou, pour le dire vite. Parce que... nous nous sommes permis d'ailleurs de rajouter au titre orthodoxie, qui pourrait induire en erreur certains de nos lecteurs. Nous nous sommes permis de rajouter un sous-titre qui n'existait pas dans l'édition originale. On l'a appelé Antidote aux folies ordinaires. Son principal souci, c'est de maintenir un esprit clair, un esprit sain dans un corps sain, un esprit plutôt sain dans un monde fou. Et ça fait de lui un auteur intemporel, ou un auteur contemporain finalement de toutes les époques. C'est pour ça qu'à mon avis, on lira et on relira Chesterton dans 100 ans, dans 200 ans, parce que les folies qu'il dénonce, les folies contre lesquelles il bâtit cette citadelle qui est orthodoxie, sont des folies récurrentes, en fait. Sont des folies récurrentes de l'humanité, sont des hérésies, il le dira en reprenant un vocable chrétien, et ce qui le rend urgent, c'est ça, ce pourquoi il faut le lire de toute urgence. Sauvegarder sa santé mentale est une tâche urgente pour tout le monde, en fait. Et nous sommes assaillis par des folies qui nous semblent nouvelles. Quand on n'a pas le recul historique et quand on n'a pas les connaissances historiques, ça nous semble nouveau. Et à la lecture de Chesterton et d'autres auteurs, bien sûr, on se rend compte que ce sont toujours des idées fausses qui reviennent effectivement sous d'autres formes, attenter à l'intégrité psychologique et corporelle des individus. Alors moi, je crois qu'un des points sur lequel d'ailleurs il a été prémonitoire, et je l'évoque dans la préface que j'ai faite pour cette traduction,
c'est qu'il a prévu que la folie transsexualiste, en fait. Il a prévu que une des folies possibles du XXe et XXIe siècle sera de nier l'existence du corps, de nier tout simplement que les individus ont un corps donné qu'ils n'ont pas pu choisir, que des gens pourraient parfaitement se mettre à nier que cela existe. Je suis passionné par le débat d'idées en général. Cependant, j'essaie toujours de trouver en quoi ces idées-là pourraient m'armer, pourraient me maintenir vivant tous les jours. Je t'ai rejoint dans ce projet de réédition en réfléchissant sur les textes qui, moi, m'avaient un tant soit peu maintenu en vie spirituellement. Et j'ai voulu continuer, passer la flamme, transmettre ce que j'avais reçu de la part de ce grand auteur anglais à nos lecteurs français. Alors peut-être une des questions que les gens vont se poser, et c'est aussi quelque chose nous-mêmes qu'on a dû un peu trancher. Je sais pas, enfin les gens sont peut-être pas si familiers que ça de l'œuvre de Chesterton, mais c'est quand même un auteur extrêmement prolixe. Étant donné que c'est un auteur extrêmement prolixe, l'un de ses problèmes en tant qu'éditeur, c'est de choisir le texte en fait, parce que c'est un auteur qui a écrit environ, enfin les œuvres complètes en anglais qu'on a font à peu près 10 000 pages. Donc choisir un ouvrage plutôt qu'un autre, c'est assez complexe, parce que le public français est peut-être familier de son frère jumeau. Donc nous, on a choisi Orthodoxie, mais il existe, avant Orthodoxie, il y avait Hérétique, qui était quelque part la dénonciation des travers qu'il voyait chez ses contemporains et chez les philosophes qu'il combattait sur le plan intellectuel. Ces deux livres ont l'air quand même relativement indissociables. Pourquoi avoir choisi Orthodoxie plutôt que Hérétique ? Je pense qu'on peut essayer d'expliquer ça aux gens un petit peu aussi. Alors, en effet, alors plongeons maintenant dans l'importance spécifique d'Orthodoxie et pourquoi Orthodoxie plutôt qu'un autre. Donc, Orthodoxie n'est pas un livre sur l'Église russe, n'est pas un livre sur l'histoire de la pensée orthodoxe au sens où on pourrait dire la pensée religieuse de l'Église qui est schismatique, on pourrait dire, par rapport à Rome depuis 1000 ans. Ce n'est pas un livre sur la tradition religieuse orthodoxe. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais si jamais il y avait une ambiguïté, encore, autant le dire. Non, ce que Chesterton entend par orthodoxie, c'est la vérité, pour dire tout simplement. En fait, c'est la vérité qu'il redécouvre. C'est la vérité qu'il redécouvre, une vérité qu'il considère, qu'il pose, qu'il donne pour transcendante. Justement, c'est la vérité que l'on, littéralement, donc on peut découvrir, qu'on peut oublier, mais qui se maintient telle qu'elle à travers les âges, sans qu'elle soit corrompue par quoi que ce soit, à part par l'oubli des hommes, mais elle se maintient. Une vérité à la fois sur la nature de l'homme et sur la nature de la place de l'homme dans l'univers, en fait. Parce que c'est ça, finalement, l'enjeu de ce texte, c'est la vérité sur notre place dans l'univers. C'est pour ça que c'est une continuité d'ailleurs avec le livre que nous avons réédité précédemment, donc L'homme du ressentiment, qui traitait de la même chose, c'est-à-dire qui traitait aussi de l'objectivité des valeurs, qui traitait aussi de la vérité éthique. Là, c'est pareil, c'est un livre qui traite de la vérité et qui parle de comment Chesterton redécouvre très simplement la vérité tout court. Une vérité qui est indépendante des opinions subjectives que chacun pourrait avoir. Mais ce qu'il découvre, et c'est ça qui est passionnant, c'est comment ses propres opinions subjectives rencontrent la vérité tout court. Et comment il y a un match, pas un mismatch, mais un vrai match entre ses opinions, entre ce qu'il aime, entre ce à quoi il aspire, et finalement la vérité tout court. Comme tu le dis, Orthodoxie a pour compagnon, ou en tout cas a pour précédent Hérétique, donc ce qui est un recueil d'essais que Chesterton a consacré à différents écrivains qui sont pour la plupart encore connus aujourd'hui, comme Bernard Shaw, comme Wells, comme Kipling. Donc ce sont différents auteurs qui sont quand même restés des auteurs de premier ordre encore aujourd'hui. Et Chesterton les a attaqués à l'époque en cherchant à mettre en évidence les idées fausses qu'ils avaient, en fait. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'il a appelé son premier livre Hérétique. Il a essayé de dégager la théologie de chacun de ces auteurs. C'est ça qui est très important. La théologie, il faut comprendre, parenthèse, pour nos auditeurs, la théologie, ce qu'il entend par là, c'est le système des valeurs de ces auteurs. Le système
des valeurs qu'il pose, des valeurs plus ou moins implicites ou explicites auxquelles elle croit. Est-ce qu'il croit en la force? Est-ce qu'il croit dans le déterminisme? Est-ce qu'il croit au contraire à la sentimentalité? Est-ce qu'il croit en rien? Enfin bref, c'est ça ce qu'il essaye de dégager chez ces auteurs-là, pour que les gens, pour que nos auditeurs nous comprennent bien. C'est une démarche extrêmement concrète de dégager le système théologique de ces écrivains, c'est-à-dire autrement dit, leur système de croyance, on dirait aujourd'hui, leurs valeurs, leur système de valeurs. Oui, d'ailleurs, c'est un peu le point de départ de Orthodoxie, c'est qu'il y a un journaliste qui dit à Chesterton, bon, c'est bien beau de déchiqueter tous les gens que vous n'aimez pas et de les attaquer sur leur système de pensée, leur système de valeurs, etc. Mais vous, c'est quoi votre philosophie, en fait? Et c'est là où quelque part, c'est le point de départ de Orthodoxie, et c'est pour moi ce qui fait que Orthodoxie est un livre plus intéressant peut-être que Hérétique, c'est qu'en réalité, il n'est pas juste dans une opposition à des choses qui existent, il est dans une proposition. Et c'est peut-être aussi ça qui est assez intéressant et complexe, en fait, pour quelqu'un qui voudrait s'opposer à des choses aujourd'hui, même modestement à mon échelle. Enfin, moi, quand je m'oppose à des dérives woke, c'est pas toujours facile de proposer en face un autre modèle. En fait, on peut très vite s'enfermer dans une opposition un peu facile où on ne fait que critiquer une autre position sans vraiment proposer une vision complète de comment devrait fonctionner la société, quelle est la place de l'homme dans la société, quel est le sens de la vie, de l'univers, enfin, etc. Oui, en effet, c'est ça. C'est-à-dire que la orthodoxie est le versant positif d'Hérétique. Hérétique était plutôt un livre critique, même si on pouvait deviner déjà le système de Chesterton. Orthodoxie, d'ailleurs, sera complétée par un troisième opus, qui est L'Homme éternel, qu'il publiera dans les années 20, à peu près 14-15 ans après Orthodoxie, qui est sorti en 1908, pour que les gens ont un petit peu des repères chronologiques. C'est vraiment avant la Première Guerre mondiale. Ce qui rend ce livre intéressant, c'est qu'il est issu d'une crise spirituelle de Chesterton. Il faut comprendre que Chesterton était un militant socialiste quand il était jeune. Il avait embrassé plein de doctrines exaltantes qu'il a ensuite reniées ou trouvées fausses ou amendées. Mais en fait, Orthodoxie est l'aboutissement d'une quête spirituelle. Il cherchait la vérité, et il finit par nous dire, voilà, je l'ai trouvé, la vérité, c'est ça. Et voilà pourquoi je pense que c'est la vérité, et pourquoi cette conception me va comme un gant par rapport à ce à quoi j'aspire dans le monde. Donc c'est un livre qui est une aventure spirituelle. C'est pas simplement, c'est pas un traité. Il y a une quête, et il y a l'aboutissement d'une quête. Même si cet aboutissement s'appelle finalement le christianisme, Chesterton lui donne une saveur qu'il n'avait pas avant. En fait. Le christianisme de Chesterton, il nous faudrait beaucoup plus qu'une heure de podcast pour en parler, mais il est très différent, à mon avis, de ce que beaucoup d'auditeurs entendent. Et je voudrais souligner que c'est avant tout un christianisme rebelle. C'est-à-dire que ce qu'il entend par là, et là Chesterton se met dans une tradition spirituelle qui comportera d'ailleurs Ivan Illich, dont on a déjà parlé quand on a réédité Scheller. Scheller lui-même, il se place dans une tradition de christianisme qui est révolutionnaire, on pourrait dire. C'est ça son optique. C'est pas un christianisme d'apparat et de soumission à toute autorité établie. Pour reprendre un verset biblique, c'est plutôt un christianisme qui voit, pour le dire avec les mots de Chesterton, dans le ciel, Satan s'est rebellé contre Dieu. Sur la terre, c'est Dieu qui se rebelle contre Satan. Je trouve que c'est une très belle formule qu'il a pour expliquer que sur la terre, c'est le bien qui se révolte contre le mal. Dans le ciel, on peut dire dans le ciel, c'est le mal qui s'est rebellé contre le bien. Mais en fait, nous, sur terre, on fait l'inverse. Donc, c'est cela qui rend vraiment Chesterton très intéressant. C'est qu'il n'a pas du tout une vision résignée par rapport aux choses qui l'entourent. D'où son activité prolifique, en fait. D'où le fait qu'il a ferraillé avec tout le monde, en fait. Et c'était un bagarreur avec l'esprit, en effet, mais c'était quelqu'un qui, finalement, il relève le gant. C'est un duel. Orthodoxie, c'est le fait qu'il relève un gant, il dit « Vas-y, grosso modo, je te provoque en duel, explique-moi ta philosophie. » Et il dit « je relève le gant, je vais vous l'expliquer. »
Oui, j'aimerais bien préciser deux petites choses pour rebondir sur ce que tu dis. Déjà, en fait, c'est assez amusant, mais moi, pour en avoir discuté avec des gens qui sont du monde chrétien, enfin, catholiques, relativement convaincus, etc., ils aiment bien certains morceaux de Chesterton, mais ils sont un peu gênés aux entournures par certaines de ses formules, etc., parce qu'il a une dimension un peu mystique, par certains aspects, il a une dimension qui est pas très catholique en fait, pour le dire de manière un peu ironique. Et donc en fait, du coup, c'est un auteur intéressant parce que aussi quelque part, il décolle ce n'est pas juste un rabâcheur de poncif, c'est pas quelqu'un qui va essayer juste de garder une certaine vision de l'Église, etc. C'est plutôt, effectivement, je suis d'accord avec toi, un peu le révolté, le rebelle, etc. Et c'est ça qui fait son intérêt. Deuxième point que je voudrais signaler, c'est que Chesterton est passé par des phases de sa vie où il n'était pas du tout chrétien, voire même il était franchement, alors peut-être pas anti-chrétien, mais au moins plutôt athée, agnostique. Anticlérical. Pas très intéressé par cet aspect-là. Et ce qui est amusant, et ce qui est un peu contraire à ce qui arrive le plus souvent, c'est que lui arrive à la chrétienté par la philosophie. C'est-à-dire que, quelque part, en tout cas c'est ce qu'il essaye de dire dans Orthodoxie, il a fait sa quête philosophique, et en fait il se rend compte qu'une partie des réponses auxquelles il arrive sont des réponses qu'avait plus ou moins déjà trouvé le christianisme. Et c'est là où ça se raboute. Oui, plus particulièrement Saint Thomas. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Ce qui m'a frappé en faisant ce travail sur Chesterton, c'est que sa vie est un petit peu parallèle à celle d'un auteur que certains de nos auditeurs pourraient connaître, Charles Péguy, qui a vraiment un parcours similaire à celui de Chesterton, à savoir comment il est aussi un sympathisant socialiste dans sa jeunesse, puis petit à petit il évolue vers un mysticisme et vers le christianisme. Et c'est le mot mysticisme qui est le plus important, un mot que d'ailleurs Charles Péguy utilise dans un texte qui est très très chestertonien à mon goût, qui est le texte Notre jeunesse. C'est ce texte-là qui pourrait permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi bien avec Chesterton et avec Péguy. Péguy dit très bien « Tout commence en mystique et finit en politique ». Ça, c'est une phrase très connue de lui dans Notre jeunesse. Et Péguy va dire « L'Église meurt de la politique qu'elle fait. L'Église détruit la mystique sur laquelle elle appuie sa politique. La politique qu'elle fait finit par détruire sa mystique. » Et c'est une analyse qu'il va appliquer aussi bien à la mystique républicaine, à la mystique royaliste. La politique royaliste détruit la mystique royaliste. La politique républicaine détruit la mystique républicaine. Autrement dit, les gens qui croient qu'il faut juste gagner des élections et qu'il faut absolument pas se préoccuper des idéaux républicains à proprement dit, et que c'est toujours des combines, ils finissent par détruire les idéaux qui ont fondé leur propre pratique politique. Et c'est la même intuition qui anime Chesterton. C'est-à-dire, il a une phrase dans Orthodoxie qui rejoint exactement ce truc de Péguy. Il dit « Je crois plus que jamais au libéralisme, mais le temps où je croyais aux libéraux est passé. » C'est-à-dire, il croit toujours dans l'idéal du libéralisme, c'est-à-dire l'idéal le libéralisme au sens de la libre parole, que chacun ait le droit d'exprimer ce qu'il pense, mais il ne croit plus aux libéraux. Et c'est exactement cette même opposition entre la politique et la mystique. Chesterton reste fidèle à une mystique et va ferrailler avec toutes les politiques qui nient, trahissent, surtout toutes les politiques qui trahissent les mystiques qui les fondent. Pour essayer aussi d'avancer nos auditeurs et peut-être expliquer notre démarche, un autre point que je voudrais aborder, c'est pourquoi refaire une traduction ? Parce que quelque part, il existe déjà un certain nombre de traductions de Chesterton, notamment de Orthodoxie. Alors, il en existe deux, à ma connaissance. Ouais, je voudrais bien que tu nous expliques peut-être aussi pourquoi quelque part, on ne s'est pas contenté, comme font certains éditeurs, de juste reprendre une traduction qui existe, qui soit dans le domaine public, par exemple, et juste de la replaquer avec une mise en page pour, quelque part, être plus efficace. Moi, ça fait partie des choses aussi que j'ai envie de faire aux éditions Carmin, c'est d'essayer de proposer du travail vraiment qualitatif jusqu'au bout. Et pas uniquement d'être dans une démarche de recopie de choses existantes. Et je veux bien ton point de vue sur ce besoin de retraduction.
Ben voilà, tu l'as dit, en fait, c'est parce que nous sommes animés par la même valeur, à savoir l'amour du travail bien fait. Et quand on veut faire bien un travail, il faut y mettre du temps. Et les éditions modernes, enfin le monde de l'édition, comme on l'appelle, est un monde capitalistique comme un autre, c'est-à-dire qui tend vers le moindre effort et vers l'économie maximale. Et si on peut faire des produits avec le moindre effort et si on les vend quand même, ce calcul-là fait qu'on trouve sur le marché des livres qui sont mal faits. Voilà. Et donc, si on veut bien faire, il faut y mettre le temps. Et parce que, en fait, j'étais mécontent des traductions qui existaient. Alors, il y en avait une première donc, dans les années 20, donc déjà il y a 100 ans, celle qui est dans le domaine public, qui est disponible, qui est très, 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 très insuffisante, en fait, à mon sens. Et puis, il en existe une autre chez Climat qui, malheureusement, a gardé un certain nombre de fautes aussi. Quand on regarde de plus près, on ne comprend pas certaines plaisanteries de Chesterton en particulier. On ne comprend pas. Voilà, il y a eu un travail poussé de celui qui l'a faite. Elle est beaucoup mieux que la traduction qui se trouve dans le domaine public. Cependant, elle passe à côté de beaucoup de choses. Et puis les notes, parfois, il y a des choses ridicules. En effet, on voit qu'on n'a pas fait le travail. Je mentionnerai une chose qui est quand même très drôle, parce que là, quand même, celui qui a fait le taf aurait dû vraiment se poser des questions. À un moment donné, Chesterton évoque un certain Holbein. Il est infatigable, ce Holbein, hein, de mémoire. Oui, il parle de l'épuisement physique de Monsieur Holbein. Et en fait, bon, et ça m'a quand même... C'est frappant, on se dit, mais pourquoi on parle de Holbein? Alors, je pense que nos éditeurs cultivés ou amoureux de l'art, Holbein, ça les ferait penser automatiquement aux peintres, notamment célèbres pour avoir fait le portrait de Henri VIII. Bon, voilà, Holbein. Et effectivement, le traducteur, en tout cas, ou l'éditeur de Climat, tombe dans le panneau et il met une note Holbein, le peintre. Mais ça n'a pas de sens, en fait, de parler de Holbein. Enfin, pourquoi il parlerait de Holbein, du peintre, en fait, et à propos de l'épuisement physique. Et puis quand on cherche, et c'est ça le travail que j'ai fait, on cherche, ben oui, non, Chesterton ne parlait pas du peintre, il parlait d'un coureur cycliste et nageur célèbre à l'époque, qui avait essayé de traverser la Manche à plusieurs reprises à la nage et n'y était pas arrivé. Donc voilà, mais si on fait une recherche sur les références de Chesterton, on finit par éclairer le texte. Et c'est ce que nous avons fait, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour permettre... Voilà, il y a un appareil de notes assez conséquent, en tout cas, qui sont au service de la compréhension du texte, qui donne des points d'appui aussi bien sûr, dans la culture anglaise de l'époque, des références plus ou moins allusives, aussi bien aussi au texte biblique des fois. Parfois, Chesterton, il peut citer des passages sans même mettre de guillemets. Il y a des choses comme ça qui sont un petit peu cryptiques quand on n'y prend pas garde. Et c'est pour ça que nous avons fait un appareil critique assez conséquent pour permettre au lecteur de se plonger dans le débat de l'époque, dans les références de Chesterton, et goûter véritablement ses sarcasmes, son ironie, parce que tout son propos s'appuie sur des références concrètes et qui sont importantes à saisir avant de pouvoir goûter le texte lui-même. Oui, c'est intéressant de le préciser. Donc effectivement, sur l'appareil de notes, il y a eu un travail de fond en comble pour avoir des notes les meilleures possibles pour aider le lecteur, parce qu'en fait, il y a un double décalage à gérer. À la fois un décalage culturel, parce que la culture britannique n'est pas la culture française, les auteurs connus en Angleterre ne sont pas forcément ceux qu'on connaît en France, et un décalage historique, parce qu'on a à peu près 100 ans d'écart entre l'écriture du texte et notre époque contemporaine. Donc ça nécessite quelque part à la fois de faire des rappels historiques et aussi de faire des rappels culturels. C'est les deux dimensions. Et il y a aussi eu un travail de remise en contexte, et ça aussi j'aimerais bien qu'on le signale, pour donner aux gens toutes les annexes qui peuvent permettre d'expliquer les allusions, les démarches de Chesterton. Parce que quand Chesterton fait une allusion
à un texte de l'un des philosophes contre lesquels il ferraille, eh bien, malheureusement, nous, lecteurs français, nous ne connaissons pas forcément ce texte, et d'ailleurs certains de ces textes n'ont pas été traduits en français, et donc nous avons rajouté toutes les annexes qui permettent de bien comprendre le travail de orthodoxie. Donc je ne sais pas si tu veux dire un mot des annexes d'ailleurs. Oui, en effet, non, mais je pense que les annexes sont, en plus du texte principal, il y a véritablement une plus-value extraordinaire dans les annexes. Je vais le dire sans vergogne. Il y a vraiment 4 textes inédits de Chesterton déjà qui sont extrêmement intéressants, qui sont un prélude à orthodoxie. Parce que, donc oui, orthodoxie dans la mesure où Chesterton affirme ce que c'est que la vérité, bah, il va attaquer une conception qu'il va considérer comme fausse. Mais principalement, il y a 3 contradicteurs contre lesquels il va ferrailler. Et l'un d'entre eux est véritablement extrêmement intéressant. Il s'appelle Robert Blatchford, paix à son âme. C'était un socialiste anticlérical, farouchement athée, farouchement socialiste. Enfin, tout un personnage, un militaire autodidacte qui devient pamphlétaire socialiste anticlérical, qui avait un journal qui s'appelait The Clarion, donc le Clairon, qui était devenu vraiment un organe important du socialisme britannique, à la suite de la publication d'un texte qui avait touché Chesterton lui-même dans sa jeunesse, parce que Blatchford est un peu plus âgé que Chesterton. Ce texte s'appelait Merry England, donc l'Angleterre joyeuse, on pourrait dire. Et c'était vraiment un recueil de pamphlets pro-socialistes. Blatchford étant un personnage très complexe et très intéressant, très touchant même, quelqu'un qui avait véritablement un souci pour les miséreux, pour les pauvres. Il détestait l'injustice, il souhaitait véritablement réformer une société qui lui paraissait extrêmement injuste et qui par bien d'égards, d'ailleurs, elle l'était en fait. D'accord, parce qu'on tend à oublier, mais la fin du 19e siècle en termes de souffrance pour les classes modestes, on tend à oublier ce que c'était la fin du 19e siècle. Donc, je pense que là aussi, quelques rappels historiques ne sont pas de trop. Eh bien, donc ce Blatchford a écrit Merry England, qui avait touché Chesterton quand il était jeune. Et d'ailleurs, c'était plus qu'un best-seller, ça avait vendu des millions d'exemplaires, le Merry England. Donc ça avait rendu en quelque sorte Blatchford célèbre et relativement riche, en tout cas, avec des moyens pour continuer sa propagande pro-socialiste. Et Blatchford, donc, décide d'attaquer le christianisme à partir du début du 19e siècle, avec un certain nombre de pamphlets. Mais Blatchford est quelqu'un d'extrêmement honnête intellectuellement. Et il va ouvrir les colonnes de son journal, du Clairon, de Clarion, aux contradicteurs pro-chrétiens, parmi lesquels il y avait notre héros, Chesterton. Et il va publier 4 textes dans The Clarion qui sont extrêmement bien écrits, extrêmement drôles, extrêmement profonds, et ce sont ces inédits-là que donc, nous avons mis dans les annexes, plus quelques textes de Blatchford pour que l'on ait un contact direct avec la plume de cet anticlérical farouche. Encore quelques autres textes d'un autre contradicteur qui était par contre un ministre du culte évangéliste qui s'appelait Campbell, qui était aussi une star à l'époque en fait, qui était aussi un éminent polémiste et influenceur, on dirait aujourd'hui en quelque sorte, mais c'était une personnalité publique qui avait énormément d'influence et qui avait écrit un texte qui s'appelait La Nouvelle Théologie. Bref, voilà les textes qui composent les annexes. Principalement, les 4 inédits de Chesterton attireront l'attention de tous les amoureux de Chesterton parce que ce sont des textes très spirituels, drôles et vraiment qui touchent des points qui nous concernent. Notamment, par exemple, les reproches qu'on fait d'une façon récurrente au christianisme d'avoir été une religion violente. Tu vois, ça c'est un truc classique. Alors Chesterton, c'est un truc extraordinaire parce qu'il ne se laisse pas démonter. C'est un des passages, à mon avis, qui à moi, me plaît le plus. Il dit n'importe quelle bonne chose va déclencher des violences. Si on se bat pour quelque chose de bon, c'est normal. Si une chose est mauvaise, elle ne va pas déclencher en fait des violences parce que finalement, on ne se bat pas pour quelque chose qui n'a pas de valeur en fait. Et c'est une réponse tellement de bon sens, ça balaye des bibliothèques entières de littérature qui
qui essaye d'enfoncer le christianisme en partant de cette prémisse-là, mais alors que lui, il balaye ça en fait d'un revers de la main. Il dit, écoutez, oui, ça aurait été étonnant qu'une bonne chose, ou surtout qu'une chose aussi bonne, ne déclenche pas des catastrophes. Parce que les bonnes choses déclenchent des catastrophes. C'est ça qui est très intéressant. Il va dire, il a même une phrase très, très sardonique, on pourrait dire, quand il dit, si vous voulez éliminer les violences, vous avez qu'à éliminer les bébés. Parce que les bébés, les choses les plus belles qui existent, c'est les bébés qui ont déclenché tous les drames. Parce que les gens se battent pour leur donner à manger. Voilà, il dit une chose de bon sens, que ce que l'on reproche au christianisme, c'est plutôt une louange, en fait, implicite. C'est ça il a une façon de retourner les arguments de Blatchford, mais ça pourrait être les arguments de n'importe quel kidam avec un petit vernis de culture anticléricale qui vivrait au XXIe siècle. Il a les mêmes idées que Blatchford. Moi, c'est ce qui m'a frappé en lisant en lisant les pamphlets de Blatchford, dont j'ai extrait certains passages significatifs pour les annexes. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point Blatchford, les idées de Blatchford, c'est à peu près les idées que professe n'importe quel, demi-habile, un petit peu anticlérical, un petit peu, c'est exactement les mêmes. Donc c'est pour ça que la réponse de Chesterton elle est extrêmement actuelle. Et une chose que je n'ai pas mise en annexe, mais qui est pour moi la plus terrifiante, c'est que en fait les idées de Blatchford, bien sûr, en Angleterre, n'ont pas eu des conséquences spécialement délétères ou ça serait difficile à calculer. Mais ce qui est frappant, c'est que des gens beaucoup plus à l'Est, c'est-à-dire en Union soviétique, en Chine, dans le Cambodge des Khmers rouges, en fait, ils vont appliquer les idées de Blatchford littéralement. Il y aurait un parallèle à faire vraiment entre les discours égalisateurs, mais égalisateurs à la mitrailleuse et égalisateurs avec violence de certains dirigeants communistes bien réels du XXe siècle. Et ce que dit Blatchford, lui, tranquillement, dans sa boutique londonienne, en fait. C'est ça qui est... les idées de Blatchford n'ont pas amené à des crimes en Angleterre. Cependant, un peu plus loin, c'est exactement avec les idées de Blatchford que l'on a massacré et amené et déporté des gens dans des camps de travail, de rééducation, etc., au nom de l'égalitarisme. Donc, moi, c'est ça qui m'a frappé. Et Chesterton le voit, en fait. C'est ça. Il y a un passage dans un roman qu'il a publié en même temps qu'Orthodoxie qui s'appelle La sphère et la croix, où il tire les dernières conséquences possibles des idées de Blatchford. D'accord. Je renverrai nos auditeurs s'ils sont intéressés par cela, et je les renverrai vers l'édition donc de La sphère et la croix pour qu'ils voient cela de leurs propres yeux. Mais c'est ça. Et là, on voit la démarche de Chesterton. Chesterton, toujours, il essaye de mener ses idées et celles de ses contradicteurs dans les derniers retranchements, jusqu'au bout. Il essaye de voir quelles sont surtout les conséquences pratiques de ses idées. Tu vois. C'est ça c'est quelque chose d'unique. Il n'essaye pas de dire, mais mes idées, elles sont valides parce que c'est corroboré par un tel, et voilà, ça fait un beau système qui tient en l'air. Non, il essaye de voir, mais si tu penses ça, qu'est-ce que tu vas faire, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a ces idées-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Plus précisément, si on pense que les gens n'ont pas d'âme, par exemple, pour prendre l'exemple, si les gens n'ont pas d'âme, on doit les rééduquer, par exemple. On ne peut pas les exhorter, on ne peut pas les admonester, on ne peut pas véritablement faire appel justement à leur bonté, on ne peut pas leur faire honte, on ne peut pas les élever spirituellement, ça n'a pas de sens. Tout ce qu'on peut faire, c'est les dresser d'une façon pavlovienne. Donc la conséquence d'un dogme, la conséquence pratique d'un dogme peut être terrifiante, en fait. Ou la conséquence du manque d'un dogme, du manque d'une idée, du manque d'un principe, la conséquence du manque d'un principe peut être terrifiante. Si les gens ne sont pas capables de bonté, et s'ils ne peuvent pas découvrir la bonté par la persuasion, par un discours, par l'art, comme on disait, par la philosophie, mais tout ce qu'on peut faire, c'est les dresser comme un troupeau d'animaux. Et c'est ce que vont faire les communistes au XXe siècle, d'ailleurs.
en partant justement de l'idée que que les individus n'ont pas d'âme. L'athéisme va de pair avec le socialisme et l'anticléricalisme, en fait. Non, les individus n'ont pas d'âme, les individus n'ont pas de capacité spirituelle de s'élever, de se dépasser eux-mêmes. J'ai mis des annexes de Blatchford très intéressants où il est farouchement contre l'idée que quelqu'un pourrait avoir la virilité de s'élever au-dessus de lui-même. Mais alors la conséquence de ça, c'est que les individus ne sont que des animaux que l'on pourrait dresser, ou qu'on peut éliminer d'ailleurs. Mais il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de... bien sûr qu'il n'y a pas de religion, puisqu'il n'y a pas d'âme. Il n'y a que de la pure coercition. Et cela explique malheureusement les malheurs, une partie des malheurs du XXe siècle. Et même du XXIe siècle, en fait. Enfin, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Il y a un auteur que tu n'as pas encore mentionné, mais je pense qu'il faut le faire, et ça tombe bien. C'est Herbert George Wells, qui a aussi donc, le même côté... Donc c'est aussi un socialiste, etc. Alors en France, on le connaît principalement pour des œuvres de science-fiction, notamment La Guerre des mondes, L'île du docteur Moreau, il y en a un certain nombre. Moi-même, j'en ai lu énormément quand j'étais adolescent, c'était un de mes auteurs préférés, justement pour cet imaginaire de science-fiction qui était assez extraordinaire. Mais en fait, Herbert George Wells avait une deuxième carrière, qui était celui d'essayiste politique. Notamment, il avait beaucoup cette vision de l'éducation comme ayant un rôle central dans le gouvernement, dans la gestion des individus. Et donc, il y a une des utopies, alors je crois qu'en français, c'est Monsieur Barnstapel chez les hommes-dieux, je crois le titre, où il est écrit littéralement que notre gouvernement, c'est l'éducation. Et on considère qu'en gros, tout le monde passe par la case éducation, formation, rééducation, jusqu'à ce que le gouvernement soit évident et facile. Et que quelque part, c'est un mode de gouvernement que de rééduquer les gens comme il faut. Et c'est quelque chose qu'on retrouve même aujourd'hui, en fait, ça a dépassé le cadre du XXe siècle. Je veux dire, aujourd'hui, on voit beaucoup cette logique-là. Alors moi, j'ai un tout petit peu dénoncé ça récemment dans une vidéo, cette logique de la formation, on va rééduquer les gens, on va leur apprendre comment parler, etc. Alors que ce sont des adultes parfois plus âgés que les formateurs. Enfin, c'est assez... ça a une dimension parfois un peu grotesque. Et aussi, autre chose intéressante, cet emprisonnement dans les conditions sociales. Et ça part de quelque chose qui est à la fois intéressant, c'est qu'effectivement, chaque humain dans une société est quelque part un peu produit par une partie de ses conditions sociales, mais normalement, il y a une forme de transcendance possible. Et quelque part, cette transcendance possible est niée par un certain nombre de gens. Tout le discours sur les privilèges, les hommes blancs, cis, hétéros, je sais pas quoi, qui ont les privilèges, en fait, ce discours-là, techniquement, c'est un discours qui interdit de transcender des conditions d'éducation ou des conditions d'existence. Or, il se pourrait qu'un de ces hommes-là soit dans la rue touché par la misère de quelqu'un d'autre. Il pourrait spontanément avoir envie de se livrer à la charité. Il y a des choses comme ça qui échappent complètement à cette grille de lecture, parce qu'à partir du moment où on considère que les gens sont façonnés par leur éducation, le seul moyen de lutter contre cette éducation, c'est en fait de les rééduquer. C'est cette logique-là qui était déjà chez certains communistes, je te rejoins sur les Khmers rouges. C'est vrai que quand on prend des gens qui ont des lunettes et qu'on les envoie au champ pour leur apprendre ce que c'est la vie des champs, il y a cette logique-là, et quelque part aujourd'hui, tout le discours sur la déconstruction des stéréotypes, des préjugés, des privilèges, de tout ça, est une nouvelle manière de présenter quelque part la même idée, qui est que les gens sont prisonniers de leur éducation et que le seul moyen de dépasser une éducation, c'est de rééduquer. Oui. Et cette logique-là repose toujours sur la même base, qui est un des aspects dénoncés par Chesterton, c'est que finalement, effectivement, les gens ne sont que, quelque part, des chiens qu'on va éduquer de manière un peu pavlovienne, en les dressant, en leur apprenant les bonnes choses à dire, à faire, etc., et dont on ne peut pas supposer qu'ils puissent par eux-mêmes ils n'ont pas de capacité à aller spontanément chercher ce qui est bien, en fait. C'est le mot que tu as dit, c'est le mot juste, la spontanéité. Voilà, en fait, tous les dresseurs, tous les rééducateurs, tous les formateurs
nie l'existence de la spontanéité. Et la spontanéité, c'est peut-être aussi un autre mot pour dire de la compréhension immédiate de la vérité, d'accord, et ni la liberté. La liberté, ça va ensemble avec la spontanéité. Tous les rééducateurs du monde ont horreur et traitent avec mépris et l'idée que les individus, premièrement, auraient une liberté et que librement, ils pourraient d'ailleurs arriver à des conclusions justes et vraies et sans qu'ils aient besoin qu'on leur inculque quelque chose. Donc encore une fois, c'est le dogme. Voilà, encore une fois, on revient au principe. Quand on parle de dogme, c'est-à-dire, on pourrait dire tout simplement des principes. Chesterton va parler d'orthodoxie, c'est-à-dire que les principes justes, en fait, c'est de ça qu'il parle. Les principes qui sont derrière tous ceux qui te vendent des formations à tour de bras pour te réexpliquer comment penser juste, derrière cette démarche, il y a une négation de la spontanéité humaine, il y a une négation de la vérité à laquelle on pourrait accéder sans qu'on ait besoin qu'on nous lave le cerveau d'une certaine manière avec tel genre de lessive qui va nous rendre le cerveau un peu plus blanc ou un peu plus noir, ou bref, selon les couleurs de l'arc-en-ciel éventuellement, enfin, selon ce que l'on souhaiterait que l'on soit. Donc tout ça, ce sont des démarches qui s'appuient sur l'absence de principes justes concernant l'être humain. Et là, je voudrais, d'une façon un petit peu ironique, rappeler il y a une citation d'un grand philosophe marxiste, pour le coup, français, qui s'appelle Lucien Sève, qui est décédé il y a quelques années et qui était un des grands penseurs du marxisme en France, qui a écrit dans un de ses livres qui s'appelle Marxisme et théorie de la personnalité, qui avait fait date en 1969, si on ne comprend rien à la vie psychologique, on ne peut rien comprendre vraiment à l'homme. Et si l'on ne comprend rien à l'homme, on ne comprend rien à rien. Et je trouve que c'est très lapidaire, et je l'apprends exprès chez un auteur marxiste pour me ranger de son côté, pour dire qu'il a raison sur le diagnostic. Si l'on ne comprend rien à l'homme, on ne comprend rien à rien. Et ces formateurs, ces ingénieurs de l'âme ne comprennent pas l'homme, en fait, et du coup, ils ne comprennent rien à rien. Mais ils continuent de le violenter. Ils continuent de faire violence à quoi ? Mais ils continuent de faire violence au sentiment personnel que nous avons tous, d'avoir des pensées qui nous appartiennent, d'avoir un monde intérieur, d'avoir des pensées qui nous viennent spontanément à l'esprit, et que tout cela doit être protégé du reformatage incessant. Et ça, quoi que disent les faiseurs de systèmes, selon lesquels « Ah mais non, mais vous n'êtes que le jouet des circonstances, vos pensées ne sont pas les vôtres, etc. » Il y a un réduit, chaque individu ressent qu'il y a un réduit irréductible, justement, il y a un réduit irréductible, il y a une portion irréductible d'eux-mêmes, de leur esprit, où ils ont leurs propres pensées, d'accord, d'où sortent leurs... peut-être qu'elles ne sont pas bien articulées, peut-être qu'elles ne sont pas tout à fait vigoureuses, mais en tout cas, elles sont libres. Et ça, c'est très important. C'est très important. C'est un principe extrêmement important auquel s'attache Chesterton et qu'il défend par-dessus tout. Non, nous avons tous une liberté de... Oui, excusez-moi de faire du Florent Pagny, mais il y a une liberté de penser qui, même si elle peut toujours être dévoyée, elle existe en fait. Et traiter les individus comme s'ils n'avaient tout simplement pas la bonne pensée dès le départ, et qu'ensuite on devrait remplacer cette pensée par une autre disquette, on va mettre une autre disquette et ça sera, ils penseront juste, c'est leur faire violence d'une façon incessante. Je suis absolument d'accord avec ça. Peut-être pour conclure notre propos et pousser nos auditeurs éventuellement à lire ce texte, qu'est-ce que tu penses être un enseignement pertinent pour eux, pour leur quotidien, pour leur vision de l'homme, de la société, de ce texte de Chesterton ? Comment qu'est-ce que tu espères quelque part de la publication de ce texte dans une nouvelle version avec l'appareil critique, avec des annexes, avec une traduction raffinée? Ce que j'espère, c'est que orthodoxie est un arsenal de guerre. Orthodoxie moi je le vois véritablement, comme un arsenal plein d'armes spirituelles,
réutilisable dans les combats culturels, dans les combats politiques, dans les combats sociétaux que nous menons pour la sauvegarde d'une certaine idée de l'homme, pour la sauvegarde de l'autonomie personnelle, de l'autonomie individuelle. Et j'espère que donc chaque individu ira puiser chez Chesterton des armes pour son autodéfense, pour son jujitsu mental, qu'il pourra en fait y trouver non seulement, au-delà de ça, et qu'il puisera aussi une joie, parce que Chesterton est drôle, Chesterton est mordant, Chesterton communique une certaine joie de vivre de par son style. Oui, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez dit, ça, mais c'est vrai que Chesterton a un style qui n'est pas très philosophique, quoi. La plupart des gens s'attendraient à avoir quelque chose, peut-être un traité philosophique très ennuyeux. Au contraire, il a cette plume et cette facilité d'écriture qui est plutôt celle d'un essayiste un peu enflammé qui écrirait un pamphlet, que celle d'un philosophe un peu ennuyeux qui exposerait les choses les unes après les autres avec une méthodologie très stricte, etc. Oui, c'est-à-dire c'est là où ça le rapproche encore une fois de Peggy, c'est qu'il n'est pas un intellectuel, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va dissocier sa pensée de son cœur. D'accord ? Ce qui l'intéresse, c'est que les idées servent à un être incarné, justement, à un homme, pas du tout que ce soit une démonstration mathématique à destination des habitants de Sirius. Enfin, c'est pour ça que c'est un style qui va toujours garder une certaine valeur d'usage, justement, immédiate. Il va chercher des effets parfois un peu faciles, il faut le dire. Parfois, il y a des effets un peu de manche. Il aime bien certains parallélismes, il aime bien certains chiasmes. Bon, il a chaque auteur a un petit peu ses tics à lui, et lui, il a les siens. Et parfois, ça peut être un peu lassant. Mais n'empêche que il a une pensée très rigoureuse, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce qu'il fait de l'humour qu'il n'est pas rigoureux. Et d'ailleurs, c'est le propos d'un échange très virulent qu'il a eu dans Hérétique avec un auteur athée de son époque, heureusement oublié aujourd'hui, qui s'appelait McCabe, qui était un prêtre défroqué qui était devenu farouchement antichrétien. Et McCabe lui reprochait de parler avec légèreté des choses aussi sérieuses que la religion, et il essaie de disqualifier Chesterton à cause de son style. Et Chesterton lui répond, mais en fait, non, mais vous n'avez pas compris, le contraire de drôle, c'est pas sérieux. En fait, le contraire de drôle, c'est pas drôle. C'est tout. On peut être drôle et sérieux, et c'est tout. Et d'ailleurs, l'histoire, ce qui est savoureux, c'est que l'histoire, bien sûr, donne raison à Chesterton, puisque McCabe, avec son style extrêmement sérieux, plus personne ne le lit aujourd'hui. Donc, il est passé il est dans les poubelles de l'histoire, comme dirait Marx. Mais voilà, c'est drôle et c'est sérieux à la fois. Et ça, il y a peu d'auteurs qui arrivent à marier les deux. Et récemment, en France, il y avait Philippe Muret. En tout cas, il y avait... Mais quand un auteur est à la fois drôle et intelligent, cela non seulement rend plus intelligent son lecteur, mais ça le rend heureux tout de suite. Ça le rend un peu plus joyeux tout de suite. Et c'est ça qui, à mon avis, est l'attrait principal de Chesterton. Il y a une valeur à court terme, et puis il y a une valeur à long terme. Et de toute façon, tout ce qui accroît notre joie, même ne serait-ce que pour le jour d'après, même ne serait-ce que c'est déjà quelque chose qui nous rend plus forts. Et c'est pour ça que je disais qu'orthodoxie est un arsenal qui nous rend plus forts, qui nous rend plus joyeux et plus combatifs. Bon, eh bien, écoute, Radu, je trouve que c'est une très belle conclusion. J'ai envie qu'on s'arrête là-dessus. J'ai envie de proposer à nos auditeurs d'aller se procurer. Alors, je présume qu'on passera par Tipeee pour faire une campagne. Je ne sais pas exactement les modalités, on vous mettra tout ça en description. Mais je vous propose d'aller participer à cet effort de rendre le monde plus joyeux et de vous rendre vous-même plus joyeux. Et je vous invite à lire et à redécouvrir ce grand auteur qu'est Gilbert Keith Chesterton. Merci, Moss. Merci, Radu.